par Laurent Vidal, qui est un historien. Il est à l'Université de La Rochelle. Il est également directeur de recherche à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. C'est un spécialiste du Brésil, un spécialiste des sociétés atlantiques américaines et un spécialiste des relations transatlantiques. Donc le sujet du livre euh, est borné spatialement par sa spécialité. Il va énormément parler des sociétés atlantiques, essentiellement Europe, Amérique au pluriel. Un peu moins Afrique, disons qu'il y a un passage où il va parler de l'Afrique avec la question du racisme et de la racialisation. Mais il ne va pas non plus étudier les sociétés africaines. Il ne va pas les inclure. Donc il se concentre essentiellement sur cet espace-là en posant une question d'histoire des mentalités et même d'histoire des représentations qui est née dans les années 80 au moment où on critiquait beaucoup l'histoire des mentalités, notamment la volonté de l'histoire des mentalités de faire de l'histoire quantitative, ce qui était compliqué. Donc en fait, l'histoire des représentations, elle va essayer de poser à peu près les mêmes questions, si je le simplifie, mais en changeant un peu la méthode face à la source historique et en se libérant un peu du carcan de la méthode historique quantitative qui marquait beaucoup jusqu'aux années 80-90. Elle va aussi passer de l'étude des groupes sociaux à l'étude des individus comme être social. Et ça, pour le coup, dans le bouquin, on est vraiment dans l'étude d'un groupe social. L'originalité, c'est que c'est un groupe social qui est assez impensé dans les analyses historiques. Donc le titre du bouquin, c'est Les hommes blancs. Et justement, l'auteur va s'interroger sur est-ce que les hommes blancs sont une catégorie sociale qui aurait un sens? Comment est-ce qu'on les définirait? Et socialement, quelle est leur représentation, leur performativité, je dirais même. Voilà, donc on reste dans les... En fait, moi je dirais c'est une histoire des représentations, mais collective, quoi. Donc il est entre l'histoire des mentalités et l'histoire des représentations. Et surtout, c'est un essai. Et l'édition d'ailleurs du bouquin, c'est une édition d'essai. Il y a pas mal d'historiens qui publient là-dedans des sortes d'appels à ouvrir un champ historique. Et c'est typiquement ce que Laurent Vidal fait. Moi, la dernière fois que j'avais lu un bouquin dans cette édition, c'était un bouquin d'Alain Corbin. Et j'avoue que j'étais un peu déçue parce que ça faisait surtout recueil de citations. Du coup, j'avais une appréhension en commençant ce bouquin-là de Laurent Vidal en me disant est-ce que ça va être pareil? Est-ce que ça va être des citations un peu piochées comme ça, un peu agencé, mais avec assez peu de réflexion, et non. On est quand même dans une trame historique, il a quand même un propos qu'il veut prouver, même si ce propos est incomplet, et que voilà, c'est un appel à ouvrir un champ historique, mais on est quand même dans une démarche historique et moins une démarche de picorer par-ci par-là quelques réflexions. Donc j'ai été contente. C'est lequel de Corbin que tu avais lu? C'est... Alors attends, faut que je me lève. Je sais plus si c'est la Et pour le coup, lente. Corbin, je l'ai un C'est peu le poussé silence. jusqu'à la trappe. Enfin, pas tout. C'est l'histoire du Ah, pour le coup, silence. bah, j'ai pas eu besoin de le lire, je l'avais pas lu. Ben, moi, je l'ai lu Bien ou en plus pas? par rapport à mon champ de recherche à moi. Le silence est un vrai sujet. Ouais. Et j'avoue que j'étais super déçue. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui sont pas du tout en mode je lis de l'histoire, mais qui lisent quand même beaucoup. Et qui me disaient, bah, justement, on a appris le bouquin parce que Alain Corbin, on sait que c'est un historien. Euh, Histoire du silence, Mhm, ça fait un peu objet atypique. Et ils avaient été déçus aussi. Mais bon, Alain mhm. Corbin, il n'est pas dans les mêmes démarches. C'est un historien qui a plus grand-chose à prouver. Et là, je pense qu'il s'était fait plaisir. Et effectivement, il y a une histoire du silence à faire, mais son bouquin, Ok. voilà, à part marquer un début historiographique, personnellement, j'ai retenu aucune thèse dans le bouquin. Voilà. Donc, C'est un peu le j'étais un souci avec peu Corbin refroidie. sur ces dernières années. Ouais. 2016, ouais.
Mais après, Alain Corbin, Avec enfin, ses derniers il a le bouquins sur le mérite de blog, justement, c'est plus léger. bah, il a le mérite de poser des titres qui nous font dire oui, Mmh. ça C'est aussi, vrai. c'est un objet. Enfin, il y avait l'histoire de la fraîcheur et de l'herbe. Enfin, voilà, je veux pas critiquer Le gratuitement Alain miasme et la Corbin. jonquille, Simplement, la lecture m'avait un peu déçue. bien sûr. Mais je suis contente que ça soit pas un truc lié à l'édition. Donc voilà. Mmh. Bah, disons qu'elle a plus la même vocation qu'effectivement le territoire du vide ou même le miasme et la jonquille qui était encore un petit peu dans la même veine, effectivement. Et là, celui que tu as lu est plus dans la veine, je pense, des derniers ouvrages comme genre ce qu'il a pu faire sur le vent que j'ai dû lire, Mm. qui est agréable à lire, mais qui est presque plus poétique en réalité que véritablement historique. Ouais, c'est ça. Là, non, moi, Laurent Vidal, c'est un bouquin d'histoire, une histoire, voilà, en construction, qui a des limites. Lui-même, il termine en disant, voilà, de fait, j'ai pas parlé de ça, 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 ça mériterait, ça mériterait. Et c'est là où tu te dis, bon, voilà, cette édition, elle est là pour faire des appels à champs historiographiques. Et du coup, c'est assez intéressant. Et franchement, si jamais il y a des étudiants en histoire qui n'ont pas d'idée de sujet de recherche, parce que ça arrive toujours qu'il y ait des étudiants qui veulent faire un master de recherche, mais qui n'ont pas une idée précise en tête, il faut vraiment qu'ils s'intéressent à cette maison d'édition qui pose des questions hyper intéressantes et sur des objets qui justement sont questionnables à toute période historique. Donc, après, reste toujours la question de Mm. est-ce qu'il y aurait Mhm. des sources historiques, mais voilà, bref. C'est vraiment, c'est une bonne maison d'édition là-dessus. Alors, maintenant, Très pour bien. commencer mon compte-rendu. Euh, L'auteur, comme je l'ai dit, c'est un spécialiste du Brésil. D'ailleurs, sur le fond de scène, j'ai mis deux bouquins qu'il avait publiés dans les années 2000-2010. On voit que voilà, normalement, il est vraiment centré sur le Brésil. Et donc, comment est-ce qu'il en est arrivé à faire une histoire sur les hommes blancs? Déjà, bah, c'est lié au confinement. Pour lui, l'expérience du confinement lui a fait ressortir à quel point on était contrôlé par les rythmes sociaux et à quel point on intériorisait ces rythmes-là sans les déconstruire, sans même bah, les conscientiser. Et donc, il a eu un peu une approche nouvelle, et notamment de certaines de ces sources brésiliennes, où, au moment où lui se posait ces questions-là, quand il a relu des sources pour des bouquins sur l'histoire du Brésil, il s'est dit, mais en fait, on peut trouver des traces de la construction d'un impératif rythmique par le pouvoir pour contrôler la société, on trouve des traces un peu en creux, et donc il y a moyen de faire une histoire. C'est pas une histoire qui n'aurait pas de source, et donc qui serait impossible à faire. Et donc lui, il est parti de l'habitude de caractériser les individus par la lenteur. Donc ça veut dire que les sources qu'il a utilisées, elles sont variées, elles sont typiques de l'histoire des représentations, donc elles vont être tant illustratives que textuelles, et il va y chercher la caractérisation d'individus comme lents. Et bien évidemment, cette caractérisation-là, elle est continue dans les sources. Donc il n'y a pas une époque où apparaît l'homme lent. Il y a toujours eu des hommes qui ont été caractérisés comme lents. Mais lui, ce qu'il pose comme question, et c'est pour ça qu'il ne commence pas à l'Antiquité ou même plus tôt, c'est les hommes lents comme catégorie sociale discriminée. C'est-à-dire à quel moment caractériser un individu par sa lenteur, c'est le discriminer, c'est l'exclure. Et c'est pour ça que le sous-titre, c'est résister à la modernité, parce qu'à partir du moment où dire de quelqu'un qu'il est lent, c'est le stigmatiser, il va y avoir bien évidemment des résistances à ça, et de la part des catégories considérées comme lentes et donc discriminables, il va y avoir aussi un enjeu de reprendre le contrôle sur les rythmes sociaux. Donc voilà, son objet, c'est ça, c'est qui sont les hommes lents, et à partir de quand ils ont été discriminés parce qu'ils sont lents, et au nom de quoi. Et donc du coup, il commence son bouquin au XVe siècle,
et il va jusqu'au XXe siècle. Il s'arrête au début du XXe siècle. Il ne va pas non plus arriver jusqu'en 1990. Dans cette étude, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'intérêt qu'il a porté à la construction des mots, vu qu'il est dans qui, où, quand, comment et pourquoi on a qualifié quelqu'un de lent, il va beaucoup voir quels ont été les mots utilisés. Je ne vais pas faire la liste de tous les mots dont il a fait une étymologie, ça serait long et pas forcément intéressant. Je vais juste prendre le mot lent, qui vient du latin lentus, qui à l'origine voulait dire quelque chose de flexible. Et donc ça s'appliquait au monde végétal. Ça a ensuite un petit peu dérivé au visqueux, ce qui s'est appliqué au monde liquide. Et avec Cicéron, on va retrouver ce terme pour désigner une attitude apathique. Donc c'est à partir de Cicéron que lentus peut être appliqué à des humains. En français, l'adjectif lent, il va apparaître en 1080, donc à partir du XIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il ne commence pas son histoire au XIe siècle? Parce que les sources sont assez éparses, et surtout parce qu'en fait c'est à partir de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle qu'on va avoir un rétrécissement du sens de lentus. Ce mot va perdre son sens, on va dire, végétal et liquide pour devenir vraiment le pendant du rapide. Et donc, pour rentrer dans une relation didactique qui est assez duale, et donc il y a le rapide, le lent, le bien, le mauvais, le dominant, le dominé, etc. Donc c'est à partir du XVIe siècle que déjà dans les termes, on a cette disqualification-là. Être lent et disqualifiant. Après, il a étudié d'autres mots qui servent à désigner les hommes lents de manière péjorative, hein. J'en ai pris deux. J'avoue que je les ai pris un peu au hasard parce que moi, ils m'ont tous intéressé. Donc j'ai pris lambin, qui dérive de lambeau, le chiffon appliqué, mais donc c'est un chiffon, mais ça va être appliqué au domaine moral. En 1642, on crée le verbe lambiner, un verbe qui est intransitif et qui insiste donc sur le fait que la lenteur n'est capable d'aucune action. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre d'analyse parce que déjà moi je suis pas une grande spécialiste des mots et du coup on se rend pas compte de toute la puissance qu'ils ont. En 1727, l'adjectif lambin désigne quelqu'un de lent ou d'indolent, qui est un mot assez récent à ce moment-là, et l'usage va devenir courant au cours du XVIIIe siècle pour dire lambiné, lambin, etc. Il y a traînard aussi, qui désigne, alors ça moi je le savais, qui désigne un soldat qui reste à l'arrière de la troupe. Donc un traînard, c'est quelqu'un qui va avoir des stratégies pour rester toujours à l'arrière de la troupe. Et à partir de 1611, le substantif désigne quelque chose qui rampe à terre. Et à la fin du XVIIIe siècle, on a un nouveau sens, c'est une personne qui est trop lente dans son travail. Et ça, c'est intéressant parce que justement, la lenteur va devenir vraiment une tare quand le travail va devenir le centre de la vie sociale. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, le travail prend une telle importance dans la vie sociale qu'il commence à dicter les évolutions linguistiques. Et on le voit avec l'exemple du terme traînard. La mise au travail est acquise, je suis fatiguée, donc je reprends. La mise au travail est acquise, et du coup, les rythmes vont se calquer, les rythmes sociaux vont se calquer sur les rythmes du travail. Et donc le traînard, c'est quelqu'un qui n'est pas positif dans le travail, et donc globalement, il ne va pas être positif du tout. Lambin comme traînard sont des adjectifs qui soulignent une incapacité à accompagner le rythme, mais ils ne définissent pas une identité directe. Donc à partir du moment où on va avoir vraiment les hommes lents désignés comme un groupe social, ça va être à la toute fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc ça c'était les exemples de mots dont il fait une étymologie et qui nous permet un peu de réfléchir à justement toutes ces catégories disqualifiantes. Et il y a plein de mots que nous-mêmes on va utiliser, hein, l'indolence, ce genre de mots-là.
En fait, on hérite complètement d'une représentation, bien évidemment, qui va être chrétienne et bourgeoise, et qui va être un jugement de valeur sur les classes sociales défavorisées et sur les travailleurs. Alors justement, si on divise son analyse en grandes ruptures, en grands temps, le premier, ça serait le discours chrétien, où la paresse va être érigée en péché capital. Et donc, y a un moment de l'histoire où justement le discours chrétien va définir les 7 péchés capitaux. Pour représenter la paresse, on va avoir certains animaux, dont l'escargot, qui est lent. Il est lent dans plusieurs sens originels du lentus, c'est-à-dire qu'il est visqueux aussi. Et donc il y a cette idée que le lent va souiller son environnement et que le lent, euh, sa lenteur, elle est un signe de son désordre moral intérieur. Donc il va y avoir un discours moralisateur, religieux, qui va condamner la lenteur, notamment parce que cette lenteur, c'est une expérience d'émancipation par rapport aux rythmes qui sont imposés par la société. Et du coup, en même temps qu'on va stigmatiser les lents, on va valoriser le travail comme source d'accomplissement matériel et spirituel. La paresse entre dans le domaine économique et ça va se renforcer avec la réforme. Et c'est le moment où on va avoir les grandes ordonnances contre les vagabonds, etc. Et en fait, les vagabonds vont être intégrés dans la catégorie des hommes lents qu'il faut discipliner, qu'il faut mettre au travail. Donc, en gros, à ce moment-là, dans le discours religieux, le lent, c'est celui qui sert à rien pour la société, c'est celui qui potentiellement est, a une nature, on va dire, un peu corruptrice pour le pouvoir, et en face de lui, il va y avoir l'efficace, celui qui travaille, celui qui est discipliné. Eh bah oui, Hedgehog, c'est mon prochain point. Donc, on commence par le discours chrétien. Donc là, on est au Moyen Âge. Et à la fin du Moyen Âge, ça va se renforcer. On va dire que ça va se cristalliser comme discours avec la Réforme, qui va vraiment se saisir de cette figure de l'homme bon parce que c'est un travailleur. Et bien sûr, derrière, il va y avoir la question du productivisme. Mais avant ça, Hedgehog, avant d'arriver au productivisme, excuse-moi, il va y avoir la première figure sociale des hommes blancs. Le premier groupe qu'on va complètement intégrer en tant que eux, ce sont des hommes blancs, c'est les Amérindiens. C'est la première fois que la lenteur est conçue comme une qualité sociale discriminante. Elle est attribuée donc à une humanité qu'on découvre, hein, qu'on va juger. Et on va le juger comment? Parce que on va le juger comment? On va le juger à la, comment dire, au décalage, à la grandeur du décalage des mœurs entre Amérindiens et Européens. Du coup, l'Amérindien, c'est un contre-modèle de l'homme de la modernité. Et ça va, cette image-là de, en fait, le lent, c'est le contre-modèle, c'est le décalé, c'est l'inadapté. On va le donner à cette catégorie des Amérindiens, ça va justifier leur mise au travail, les discours sur l'esclavagisme, euh, et ça va aussi irriguer un peu les représentations du monde. Et au même moment, on va avoir Cervantes qui va écrire selon l'auteur, hein, donc selon Laurent Vidal, qui va écrire un peu le premier personnage de roman qui est un homme lent, et c'est Don Quichotte qui est lui aussi un homme lent parce qu'il est décalé, parce qu'il est inadapté à la modernité, etc. Et du coup, son combat contre les moulins, l'auteur il va l'analyser plutôt comme un combat de rythme, un différentiel dans le rythme social. À partir du moment où on dit tous les Amérindiens sont des hommes blancs et c'est pas bien, etc., on va diffuser un nouveau mot qui est l'indolence. Et du coup, on va avoir tout un débat sur adapter le corps et l'esprit aux bonnes activités économiques et spirituelles. Et voilà, on rentre dans je suis un discours religieux et là j'intègre le discours économique. C'est ce qu'on appelle une saine occupation du corps et de l'esprit.
Donc, l'indolence, de base, ça veut dire l'absence de douleur, l'insensibilité. Elle existe comme terme à partir de 1590 en français, et ça va devenir la mollesse. Et donc là, on revient dans un des sens du terme lentus, que le terme lentus lui-même avait perdu. Donc on ravive un sens du lentus qui avait un peu disparu dans l'utilisation du mot. Paradoxalement, ça va devenir aussi un marqueur social du dominant. C'est-à-dire que l'indolent, c'est celui qui peut se le permettre. Donc on a du coup deux figures sociales, l'amérindien, qui est l'indolent à mettre au travail, à discipliner, etc. Et il va y avoir une partie de l'aristocratie qui va s'emparer de l'indolence comme un moyen de se distinguer. Et il va y avoir toute la question du libertinage. Donc pour l'auteur, le libertinage, c'est aussi une manière d'avoir un rythme social décalé, mais qui serait un luxe en fait, et du coup qui montrerait sa supériorité. Donc on avance dans le temps et on arrive à la dernière grande période où les hommes lents sont une catégorie sociale, et on y est encore, hein, c'est le processus de l'industrialisation. Avec la généralisation de la machine à vapeur, on a une mutation anthropologique des sensibilités, la puissance a pour corollaire la rapidité, et ça, tout ça, ça devient une valeur sociale. Donc, de nouveau, le bon travailleur, c'est celui qui est rapide, c'est celui qui est efficace, c'est celui qui produit beaucoup. La révolution technologique impose le principe d'accélération comme rythme dominant. Et là, l'auteur dit, ok, la machine à vapeur, c'est hyper important, l'accélération des déplacements, etc. Mais on oublie très souvent que l'industrialisation, elle s'est aussi construite sur une autre innovation, c'est le chronomètre. Et du coup, en fait, ça va banaliser la gestion du temps, et les ouvriers vont intérioriser la gestion cadencée du temps comme une norme et quasiment comme quelque chose de naturel, alors qu'en fait, c'est une artificialisation du temps qui permet de disciplinariser les corps. Et donc là, vous voyez, on passe du groupe social des Amérindiens comme les hommes blancs aux ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux qui travaillent pas bien, c'est ceux qui se déconcentrent rapidement, donc l'inattention devient un caractère de l'homme lent. C'est ce qu'il faut accompagner pour être productif, etc. Et du coup, les ouvriers, ça va être l'autre grand groupe social désigné comme les lents. Et du coup, c'est assez paradoxal parce que ces hommes-là, ce sont ceux qui produisent les machines qui permettent l'accélération du rythme de vie, des rythmes sociaux, et c'est eux-mêmes qui sont dominés par ces machines-là. Ils sont victimes de tout ce processus, mais sans eux, ce processus ne pourrait pas avoir lieu. Donc il y a un exemple qui est pris avec la voiture. La voiture, ça va être l'apanage des classes favorisées, ça va être le symbole de la vitesse comme une liberté individuelle, alors que la voiture, dans le monde ouvrier, c'est la division du travail, c'est la question du rythme social qui va être au cœur du taylorisme et donc de l'organisation du travail, et où les hommes lents sont associés à un dispositif architectural, le travail à la chaîne, dont la critique la plus connue, ça va être Les temps modernes de Charlie Chaplin. Ils vont être aussi associés à l'usine, et l'auteur va jusqu'à émettre l'hypothèse du camp, qui permet de concentrer les marginaux et qui met au travail, donc le camp de concentration, hein, et qui va permettre de mettre au travail tous ceux qui sont décalés d'un point de vue rythmes sociaux. Et ils pensent même que les nazis, en fait, ils vont jusqu'au bout de cette idée avec les premières victimes qui vont mettre en camp de concentration. Donc c'est ceux qui avaient été assignés au symbole du triangle noir. C'est les chômeurs, c'est les condamnés c'est des condamnés judiciaires, et c'est les tziganes, donc des nomades. Et ça, c'est des gens qui posent problème parce qu'ils ne sont pas dans les rythmes sociaux
contrôlés par le pouvoir. Donc il va jusqu'au nazisme pour essayer de dire, voilà, est-ce que cette logique du camp par rapport aux hommes blancs, ça pourrait fonctionner? Il pense que oui. Après, ça fait l'objet d'une ou deux pages. Il va pas plus loin, mais ça pourrait faire l'objet d'un travail de recherche un peu plus approfondi. Donc voilà, donc on est au moment où les ouvriers vont être mis au pas d'un nouveau rythme, vont être la victime de l'accélération de la vie, et en même temps, ils vont être la cheville ouvrière de ce nouveau tempo qui dicte la vie. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, les ouvriers dans les sociétés atlantiques, c'est qui? C'est des migrants. Donc c'est des migrants à l'échelle nationale parce que la plupart des ouvriers au 19e siècle, ils ont vécu l'exode rural. Donc c'est des ruraux qui étaient soumis à un temps beaucoup plus lent, qui vont arriver dans les grandes villes et donc qui vont avoir un peu ce choc rythmique de s'intégrer dans la grande ville, puis s'intégrer dans l'usine, et ça va être des violences rythmiques qu'ils vont vivre. Et en Amérique, c'est des migrants internationaux, c'est des déplacés de force, c'est des esclaves. Et du coup, eux, ils vont avoir également ce choc rythmique qui va être encore plus grave parce que l'auteur dit qu'il ne faut surtout pas mettre de côté l'histoire des plantations. Les plantations, elles intègrent les rythmes sociaux de l'industrialisation, même si elles-mêmes, on les considère à la marge de cette industrialisation. Et donc, pour les esclaves, le nouveau rythme, il est à intégrer parce que sinon, c'est le fouet, quoi. Donc voilà. Donc la question des ouvriers va rejoindre la question raciale. Et le 19e siècle, on le sait, hein, c'est un moment où les sciences classifient absolument tout. Et du coup, la lenteur, ça va être, ça va être un caractère qu'on va assigner à une race. Et on va passer du coup des Amérindiens aux subsahariens, aux personnes noires. Et donc, on va avoir les mêmes clichés que sur les Amérindiens pour les personnes noires. Donc, on va dire qu'ils sont indolents, qu'ils refusent de travailler, qu'ils sont comme dans le pays de cocagne, etc. Ça va justifier bien évidemment la colonisation. Ça va permettre une diffusion de la division internationale du travail. Donc, en fait, ils vont être victimes d'un discours qui va permettre en fait de les mettre au travail selon les normes rythmiques des Européens. Et du coup, il y a une uniformisation des rythmes sociaux à l'échelle mondiale par la colonisation. Et en parallèle, on va avoir justement les moyens d'uniformiser tout ça. C'est la conférence de Washington en 1884 qui va délimiter 24 fuseaux horaires, qui va donner une norme, etc. Donc c'est intéressant qu'on met en place les moyens de cette diffusion et de cette mondialisation des rythmes sociaux au moment où elle a lieu. Ça s'accompagne, c'est un processus qui s'accompagne. Alors, dans tout ça, la question maintenant c'est est-ce qu'on peut résister aux rythmes sociaux? Et du coup, les hommes blancs, que jusque-là on a défini comme une catégorie victime de discrimination et dont la qualification de homme blanc serait juste une étiquette discriminatoire, et bien est-ce que ces hommes blancs auraient dans leur lenteur, par leur lenteur, des outils pour résister à cette domination et pour résister aux rythmes sociaux qu'on essaye de leur donner? Pour ça, il a donné plusieurs exemples tout au long de son ouvrage, et moi j'ai essayé de les remettre à peu près dans l'ordre chronologique. Alors déjà, il prend l'exemple dans la Révolution française des députés du tiers-État qui va refuser l'urgence du gouvernement. Donc en fait, en gros, Louis XVI, il a besoin... Enfin, le gouvernement, mais Louis XVI, c'est le roi qui peut convoquer les États généraux. À ce moment-là, il a énormément besoin d'argent. Donc il a besoin de l'accord des députés des États généraux pour voter un nouvel impôt. Et donc quand il va réunir les États généraux en 1789, il va y avoir en fait toute une mise en scène de l'urgence. Et donc
un peu une obligation pour les députés à la rapidité et justement à l'efficacité. Et en fait, beaucoup de députés de tiers État vont refuser de jouer le jeu et va, au lieu de débattre du vote de l'impôt, débattre des modalités du vote. Et du coup, ils vont utiliser la lenteur comme arme politique. Donc on voit que la lenteur, elle est aussi intégrée comme un moyen de résister. Et l'exemple qu'il prend, pour lui, ça correspond aussi à l'avènement du terme peuple comme un groupe à part qu'on n'a pas encore réussi bien à définir, mais qui va se caractériser par la rupture avec le rythme dominant. Et du coup, le peuple va être le lent. Dans le domaine plus particulier du travail, il va donner plus d'exemples avec, en gros, une catégorisation de l'utilisation du rythme social, mais en subversion, en contestation, pour protester. Il va y avoir, et donc en gros, en le classant du moins grave au plus grave, on va déjà avoir les ralentissements des cadences du travail, et en fait ça existe dès le XVIIIe siècle, tout simplement, produire plus lentement, euh, vouloir aller plus doucement, sous la justification de faire mieux, mais du coup d'être plus lent. Ça, c'est un outil qui est à la disposition de ceux qu'on appelle les hommes lents pour bah, résister aux rythmes sociaux qu'on essaye de leur donner. Et le XVIIIe siècle, c'est le moment où justement on leur dit il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. Ensuite, il va y avoir, euh, en plus du ralentissement des cadences du travail, la question du sabotage, qui permet là une rupture dans le travail, mais c'est une rupture très courte et qui concerne un petit groupe. Donc c'est vraiment, pour l'auteur, c'est une réponse rythmique qui est très, très éphémère. Mais pour lui, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça va devenir une représentation du syndicalisme révolutionnaire au XIXe siècle. Le côté les travailleurs en révolution, c'est les saboteurs. Et donc, bien sûr, le mot sabotage, il va en faire l'étymologie. Et ce qui est intéressant, c'est que le sabotage, de base, c'était euh, claquer fort ses sabots pour exprimer son mécontentement et du coup se déplacer lentement pour faire du bruit en montrant qu'on n'est pas content. Et à la fin, le saboteur, c'est celui qui balance son sabot dans une machine pour que la machine ne fonctionne plus et pour que lui, il ait un temps de répit, en fait. Ça, c'est trop éphémère. Ça fonctionne à une échelle tout à fait individuelle. Et en fait, il va y avoir des, euh, des moments où les ouvriers vont utiliser la stratégie de la lenteur à l'échelle collective et ça va créer la grève. Et donc, pour l'auteur, la grève, c'est l'aboutissement du sabotage d'un point de vue rythmique. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que ceux qu'on appelle les fainéants, qui renverraient à l'imaginaire de la paresse, etc., bah, en fait, c'est pas du tout les mêmes personnes. Pour les bourgeois, les fainéants, bah, c'est les grévistes, alors que pour les ouvriers, quand on dit de quelqu'un qu'il est fainéant, c'est qu'il ne prend pas parti à la lutte et donc qui ne fait pas grève. Donc c'est celui qui va continuer de travailler selon les rythmes sociaux imposés. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Le fainéant, ça, à ce moment-là, au 19e siècle, ça a vraiment les deux définitions opposées. Il y a aussi des tentatives de, c'est pas faire la grève, mais imposer des temps chômés qui ne sont pas choisis par le pouvoir, avec le Saint-Lundi, qui existe dans pas mal de pays occidentaux et qui existe depuis longtemps. Donc en gros, le Saint-Lundi, c'est continuer la pause dominicale par un jour de fête qui serait lundi. Et donc, bien évidemment, le discours moraliste va dire que ceux qui font le Saint-Lundi, c'est que des paresseux, des ivrognes, des gens qui n'ont pas de morale, etc. Alors qu'en fait, ça va être un temps d'insubordination au rythme hebdomadaire du travail. Et même s'il existe depuis longtemps, la pratique du Saint-Lundi va avoir son apogée après 1848. Donc, c'est en lien avec l'industrialisation et l'accélération des rythmes sociaux. Du coup, de manière générale, là, on voit que la paresse et l'oisiveté, ça va être saisi par les hommes lents comme des moyens de contestation
Ça, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout tout au long du XIXe siècle. De ce phénomène général-là, il y a deux petits phénomènes qui sont un peu à l'écart, qui sont liés, mais on ne peut pas à 100% les intégrer. Il y a la fatigue. À partir des années 1850, la fatigue va être définie comme une maladie de l'énergie. Et en fait, l'épuisement au travail va être traité d'une manière très médicale, mais pas rythmique. Donc la fatigue va pas être considérée comme un moyen des hommes lents pour lutter contre les rythmes sociaux, alors qu'elle est quand même le produit de ces rythmes sociaux-là et qu'elle oblige un ralentissement de ces rythmes-là. Et enfin, l'ultime forme de contestation des rythmes sociaux du travail, ça serait le suicide. Et c'est pas si anecdotique que ça, notamment pour l'auteur dont l'objet est enfin ça va être aussi les sociétés en Amérique et au 19e siècle, bah, il y a encore de l'esclavagisme et en fait il va y avoir beaucoup d'esclaves qui vont choisir le suicide. Il va y avoir une explosion de cas de géophagie. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, la géophagie. Moi, j'ai appris à l'occasion de cette lecture. C'est quand on se suicide en ingérant de la terre ou de l'argile dans une quantité suffisante pour mourir. Et bien, au Brésil, on désigne les esclaves qui se suicident par géophagie avec un mot particulier, qui est, alors je ne parle pas bien, donc je vais dire banzo, B-A-N-Z-O, et ça, en fait, ça montre que bah, voilà, c'est une catégorie de la population. Donc c'est aussi la manière ultime de refuser le rythme social, on sort par une relation perdant-perdant entre l'esclave et le maître, mais l'esclave aura définitivement rompu le rythme auquel il est soumis jusque-là. Tout ça, c'est quand même des expériences assez individuelles. Même les expériences de grève, c'est des choix individuels et c'est des choix en rupture avec les rythmes sociaux qui sont imposés. En fait, il faut attendre le début du XXe siècle pour avoir les premières expériences collectives d'un rythme du travail joyeux. Et ces expériences-là, il les mentionne très rapidement en disant bah, au début du XXe siècle, ce sont des échecs, mais voilà, pareil, il dit c'est une histoire à couvrir dans un travail un peu plus approfondi. Pardon. Donc voilà. Donc on est passé d'un discours chrétien, moraliste, à un discours un peu économique, à un discours carrément productiviste, qui à chaque fois bah, marginalise les hommes lents comme des gens incapables. Il a développé deux exemples. En tout cas, moi j'ai sorti deux études de cas, dont une, ça sent qu'il en est le spécialiste, c'est le cas des dockers dans les grands ports atlantiques. Il a pris la Nouvelle-Orléans et Rio de Janeiro. Et il montre bien que, en gros, bah, c'est des hommes lents parce que c'est des gens qui vont travailler à la mission. Donc en fait, ils passent une partie de la journée à attendre qu'on les embauche. Donc dans les ports, sur les quais, il va y avoir beaucoup d'hommes qui font la sieste, qui chantent, qui boivent, qui jouent, et que la police va devoir un peu encadrer. Il va y avoir beaucoup d'arrestations. Et ils vont inventer une manière d'habiter le temps avec justement ces ruptures de rythme entre faut être absolument productiviste puis je suis dans l'attente mais je vais pas être passif dans l'attente non plus, il va falloir que j'habite ce temps-là à habiter l'espace. C'est-à-dire je reste sur les docks, je suis un peu un indésirable mais je suis nécessaire donc tant que je ne suis pas fauteur de troubles, on ne va pas m'arrêter. Et du coup, ils vont habiter l'espace de manière un peu intermittente, comme ils habitent le temps. Et ils vont avoir des moments, surtout la nuit, où ils vont être vraiment créateurs d'une nouvelle manière d'habiter. Et là, l'auteur prend l'exemple de, de la musique. Et il montre bien que ce que nous aujourd'hui on appelle la samba et le jazz, c'est des musiques qui ont été créées à ce moment-là par les hommes lents et avec un rythme justement qui est syncopé et qui donc, ce que j'en ai compris, c'est très saccadé et ça va justement à l'encontre des rythmes sociaux et
et des rythmes des musiques dominantes, mais par contre, ça correspond totalement à leur manière d'habiter le temps. Et ces musiques-là, elles vont ensuite se diffuser en Europe, etc. Et elles vont devenir elles-mêmes des musiques référentes. Mais en fait, de base, c'est des musiques. Bon, ça, c'est pas le premier à le dire, hein, c'est des musiques qui viennent de la marge. Mais lui, il le dit en analysant le rythme même de ceux qui les ont créés et qu'on retrouve dans la création musicale. Après, il a pris un exemple que j'avais mis de côté, mais là, ça fait longtemps que je parle. C'était les Gilets jaunes qui essayent de. Donc, je vais résumer, hein. Les Gilets jaunes qui ont occupé les ronds-points, et ça l'avait un peu interpellé, parce que les ronds-points, c'est des aménagements qui sont nés au début du XXe siècle en Europe, et qui vont se diffuser avec la colonisation. Et au moment où on va décider de faire ces aménagements dans les colonies, il va y avoir tout un discours sur obliger les coloniaux à rentrer dans l'accélération des temps modernes. Et du coup, en fait, le rond-point, c'est un symbole de la fluidité des flux, du rythme élevé, et du fait que l'immobilité, qu'elle soit sociale ou spatiale, est une tare. Et ce côté, on occupe les ronds-points, c'est pas du tout nouveau. Et en fait, ça a commencé dans les pays qui ont été colonisés, et justement qui permettaient de manifester le refus des colonisés d'entrer dans ce rythme de vie-là. Et les Gilets jaunes, sans qu'il y ait eu un discours construit là-dessus, et peut-être du coup de manière inconsciente, ont repris ce symbole-là de rupture de rythme pour mettre en place leurs revendications. Et ça correspond pour l'auteur à une période de l'histoire où il y aurait une nouvelle catégorie sociale dans les hommes blancs, qui serait justement la classe moyenne, paupérisée, marginalisée, périphérisée. Et donc, du coup, pour lui, ça serait un moment qui montre que voilà, cette catégorie-là, désormais, elle entre dans ce qu'on appelle les hommes blancs de manière péjorative. Pour terminer, il dit en gros, voilà, quelques réflexions qu'on pourrait donner et qui feraient le lien avec un peu plus d'actualité. Donc, il pose là la question de la possibilité même du déplacement aujourd'hui comme une nouvelle assignation pour les hommes lents, c'est-à-dire qu'un homme lent serait un homme contraint à des temps d'attente. Et donc là, bien évidemment, il pense aux migrants internationaux, du moins à la figure médiatique du migrant, qui est les migrants qui sont en difficulté, tant administrative que financière, et qu'on va mettre en attente dans des camps, dans des commissariats de police, sur les plages avant que les bateaux arrivent, etc. Et donc en fait là, ça serait une nouvelle exclusion par le rythme à travers le déplacement et le ralentissement du déplacement. Ensuite, il pose quand même la question, et j'étais contente qu'il la pose, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, il oublie une grande partie de la population quand même. Il pose la question du genre. Est-ce que la question des hommes lents peut être analysée au prisme du genre? Et du coup, est-ce que les femmes auraient une singularité dans leur rapport au rythme, dans leur forme de résistance à ce rythme? Il pose la question en lien avec les migrants. Moi, je pense que c'est une question qui peut être posée tout au long de son cadrage chronologique, et on a des figures qui peuvent nous venir assez facilement déjà de rythme social imposé aux femmes, qui n'est pas forcément le même, hein, et de résistance à ce rythme social-là. Dernière question qu'il pose, ça va être quel lien entre les invitations à la décélération et les nouvelles formes de discrimination par le rythme, avec le retour du lentus qui serait revendiqué par ceux qui ne sont pas discriminés. En gros, c'est le mouvement slow avec revenir à des rythmes plus lents. Au début, c'était en critique à la fast-food, et puis ça s'est diffusé un peu dans tous les aspects de la vie sociale, mais en fait, c'est un discours qui va être porté par des gens qui sont assez privilégiés et qui ne sont pas discriminés par la lenteur. Donc,
moi, ça m'a fait penser un peu au passage où il disait les aristocrates, ils vont s'investir dans l'indolence, dans la figure de l'indolence, mais pour se montrer un peu comme supérieur socialement, bah là, il y aurait un peu ce côté-là, c'est-à-dire on va choisir de faire les choses lentement, par conviction idéologique, politique, ce que vous voulez, mais en fait, au fond, ça nous valorise, alors que les hommes blancs, c'est une catégorie discriminée, c'est une catégorie péjorative. Du coup, il conclut en disant, et je vais lire, étudier les hommes blancs, c'est se confronter à une catégorie sociale totalement invisibilisée. Pour autant, leur indéfinition, leur non-définition, permet de ne pas les figer dans une catégorie trop étroite et préserve l'intensité des possibles qui caractérisent leur existence sociale. Donc en fait, encore une fois, on a toujours nommé certaines personnes par leur lenteur, mais il y a un moment de l'histoire où c'est devenu discriminant. Pour autant, ils n'ont pas été 100% passifs dans cette assignation sociale-là et ils ont même su utiliser la lenteur comme une manière de résister à la modernité et au temps moderne. Voilà pour mon compte rendu Eh ben, des écoute, hommes lents. très bien. Écoute, c'était très complet. Pas mal de choses, effectivement, sur les choses qu'on peut vivre encore aujourd'hui, etc. Et ce qui m'a amusé, pour le coup, c'est quand tu as vraiment parlé le rapport à l'eau et la construction sémantique et iconographique et symbolique en fait autour de ça, parce que c'est en fait clairement la peur d'une forme d'indolence et tout, qui a amené à ce qu'on se lave plus aussi en fait en Europe. Donc c'est aussi lié un petit peu à ça, l'imaginaire avoir trop de contact avec l'eau va nous rendre mou Mm, physiquement et mentalement et donc moralement. Ça m'a rappelé des recherches personnelles et donc notamment des lectures de Corbin qu'on évoquait tout à l'heure. Et sinon, ouais, sur les rythmes de travail, etc., moi, ce qui m'avait ça m'a fait penser à deux petits moments chocs que j'avais en lisant deux romans il y a quelques années. En plus, je les avais lus sans faire attention en réalité de manière assez proche. Mais c'est notamment L'établi de Robert Linhart. C'est aussi, je crois, qui a été mis en scène, je pense, parce il avait, enfin, il a été beaucoup réédité, il a été beaucoup mis en avant quand même, qui parle effectivement dans les années 60, etc., des volontés de grève dans les usines automobiles et l'impossibilité et la difficulté en fait de pouvoir mettre, enfin, changer le rythme de travail et en fait, t'as tout ça qui est mis en scène justement sur l'idée de saboter, l'idée de changer les rythmes au sein du travail, en parallèle du travail, en dehors du travail et c'est assez bien mis en scène. C'est un peu, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est un roman non. autobiographique, c'est un récit autobiographique et donc qui est un peu, ça fait un peu quand même écrit fictionnel de sociologue, mais donc il peut paraître un peu froid à la lecture, mais dans les mécaniques purement de construction du texte, il y a des choses extrêmement intéressantes justement sur la mise en scène du temps et la réalité du temps des personnages et donc des personnes qui sont concernées par cela à l'époque où il écrit enfin, et avant et même après, hein, encore aujourd'hui évidemment. Et un autre que je conseille de lire que j'avais beaucoup apprécié parce que ça m'avait fichu une grosse claque sur le fait qu'on avance, malheureusement on avance peu. C'est un livre de George Orwell qui est peut-être un peu moins connu, enfin moi qui me paraissait beaucoup moins connu et il était dans ma bibliothèque parmi plein d'ouvrages, j'ai fait genre: «Oh tiens, ça a l'air marrant, le titre a l'air chouette». C'est dans la dèche à Paris et à Londres. Alors en anglais c'est Down and Out in Paris and London et en fait, aussi un récit autobiographique où lorsque il était entre Paris et Londres dans les années 20, il est en gros serveur plongeur et ce qui est assez intéressant, enfin, ce qui est vraiment intéressant dans la mise en scène du roman et dans l'expérience qu'on en a en tant que lecteur, de voir un corps de métier à cette époque-là, c'est justement l'idée de temporalité. C'est c'est encore le cas aujourd'hui, pour pas mal de gens, je pense, du secteur, où en fait, ils ont un service le matin très tôt et un service le soir et on les laisse complètement libres, démerdez-vous sur toute une journée, alors que possiblement ils sont très loin de chez eux, ils vivent dans des conditions déplorables, ils sont complètement, ils sont complètement tués même par leur premier service et donc, on est dans un système de temporalité improbable entre la réalité du service qui est extrêmement vif et intenable en fait sur le long terme, hein, et en même temps une espèce d'indolence un peu floue au milieu de journée et la nuit où ils sont crevés, ils peuvent pas faire grand chose
pour vraiment assurer leur quotidien parce que ils sont pas près de chez eux et c'est compliqué d'avoir une vie intime et même sociale avec cette section du travail un peu particulière et ce rythme de travail particulier. Et donc tu vois ce personnage qui reprend George Orwell dans sa propre expérience de la chose est complètement perdu justement d'un point de vue temporel et ça m'a fait vraiment dire que c'était toujours le cas aujourd'hui en réalité. Donc ça reprend un peu ce que tu as dit à la fin sur les choses très très modernes contemporaines, bah, du travail de beaucoup de gens en réalité, que ce soit dans le secteur secondaire ou dans le secteur tertiaire. Mais, mais voilà, c'était juste pour... ça m'a fait penser à ces deux romans qui sont toujours bons à aborder si on les a pas lus, qu'on s'intéresse ou pas à ça. D'ailleurs, parce que les deux romans sont plutôt intéressants, même au niveau de la langue. Et, sinon, il y avait un autre chose auquel j'avais pensé, je voulais te poser une question, mais là, ça me revient pas. Alors, juste pour Orwell, Oui, j'ai, sur le genre. Vas-y, vas-y. Vas-y. pour Orwell, je sais plus, je sais plus son enfance, mais ça rejoint aussi peut-être toute la violence rythmique, mais sociale, de l'exode rural, de s'intégrer dans la grande ville et tout, dont parle l'auteur. Ça témoigne peut-être aussi de ça, parce qu'il me Sans doute semble pas. que Orwell, je suis pas sûre à 100%, hein. Attends, bah, je vais regarder. Je crois qu'il est d'origine rurale, non? Je pourrais pas te dire là, j'ai pas l'information qui me reviendrait à l'esprit. Mais c'est possible aussi. J'ai pas le souvenir qu'il l'évoque en tout cas dans ce roman-là. Mais ce serait tout à fait entendable, évidemment, comme explication, comme base d'explication en tout cas. Non, non, non. Je dois... En fait, je confonds peut-être avec sa mort, parce que je sais qu'il est... il finit... je sais qu'il finit dans une campagne, il est malade et tout, mais il n'est pas en métropole, en fait. Il est Ok. dans l'état actuel de Bihar, en Inde, sous l'ancienne présidence du Bengale. Donc Oh. il est dans une colonie. Donc je sais pas, mais ça pourrait rejoindre ça en tout cas. Euh, et ça me fait penser aussi. Bah, donc en fait, en gros, les rythmes, enfin, il y a un autre truc que j'ai peut-être pas assez insisté, mais en gros, avec l'industrialisation, l'accélération des rythmes, etc., il y a quand même une victoire pour le travail sur tout le reste des aspects de la vie sociale. C'est-à-dire que les rythmes du travail vont en fait se diffuser dans les autres aspects de la vie sociale et vont... et Mhm. en gros, faut être productif, faut être efficace, en fait, dans tous les aspects de notre vie. Et ça, je crois on le vit quand même un petit peu tous. Exactement. Enfin, il le dit, il y a la question avec la numérisation, et il y a la question qui se pose d'autant plus. On est encore dans un nouveau rythme, une nouvelle phase de l'accélération, quoi. La numérisation renforce tout ça. Mais bon, lui, il s'arrête avant. Mais c'est sûr on fait pas mal le lien avec bah, ce qu'on vit parce qu'on a l'impression que en étudiant les hommes lents, quand même, il nous rappelle les bases de nos rythmes sociaux actuels auxquels nous-mêmes on est confrontés. Et enfin moi personnellement, il y a plein de passages qui m'ont parlé avec ce côté, mais c'est vrai que on juge vachement les personnes indolentes, alors qu'en fait une personne indolente, c'est juste qu'elle est décalée d'un point de vue rythmique, mais elle n'est pas dans le refus du travail non plus à 100%, elle n'est pas bête. Il y a ce côté le lent et le bête, le lent et le paresseux. Enfin, Mhm. voilà, tout le côté jugement moral, en vrai, on l'a tous, quoi. Ça nous a bien matrixé. Et je pense que c'est... Enfin, moi, personnellement, je suis dans une phase de ma vie où j'essaye de lutter contre les rythmes que je me suis en partie moi-même imposés liés à mon travail et qui m'ont bouffé ma vie sociale. Et du coup, ça me parlait beaucoup de se dire, ouais, on est totalement soumis à ça. Et en fait, ça, ce côté être efficace, donc être une bonne personne, travailler beaucoup, donc être un bon citoyen, être utile, parce qu'en fait, du coup, aujourd'hui, les lents, c'est les inutiles. Euh,
Bah, on est tous victimes de ça, quoi. Même si on fait partie de catégories sociales qui ne sont pas discriminées par le rythme, même si on est intégré dans ce rythme-là, bah, le rythme, il est épuisant. Et personnellement, je trouve que sous la présidence de Macron, c'est peut-être moi qui me suis plus politisée à ce moment-là. Du coup, moi, j'y ai vu un moment charnière ou pas, mais moi, je trouve que sous la présidence de Macron, il y a un système de gouvernement qui va se diffuser dans le management, qui est justement la mise sous pression d'une urgence artificielle. Moi, il y a beaucoup de choses dans mon travail où on se dit, mais en fait, si on prend du recul, ça, on le savait depuis plusieurs mois, on aurait pu ne pas attendre d'être dans la catastrophe rythmique. Mais si on fait ça, bah ouais, on va avoir plus de marge de manœuvre, de contestation, de négociation, de tout ce que tu veux. Et moi, je le vois à l'échelle de la gouvernance, c'est-à-dire annoncer dans les médias une décision, et on l'a vécu plein de fois, ne serait-ce que pendant le confinement, hein, des décisions qui en fait n'ont même pas été actées, qui ne sont en fait qu'une idée d'une personne qui a du pouvoir politique, mais qui du coup doivent être du jour au lendemain suivis par des gens avant même que l'ordre soit vraiment légal. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là, cette mise sous contrainte par la nécessité de l'urgence, moi je l'ai vachement vécu depuis le premier mandat Macron, et je pense que, si je me trompe pas, on est tous un peu victimes de ce système-là, quoi. Et c'est intéressant de lire un bouquin qui nous explique rapidement l'origine de tout ça, quoi. Oui, non, clairement, puis c'est faut que c'est une manière de faire qui est pratique parce que ça permet de garder un pouvoir. Quand tu es dans une constante urgence, en réalité, tu as pas le temps de questionner, mais surtout la personne qui possiblement a du pouvoir a besoin d'expliquer, mais devant le fait accompli, Ouais, de faire complètement. plier ou de faire courber certaines choses, etc. C'est une forme de diviser pour mieux régner aussi au niveau temporel et c'est pas surprenant du tout que ça fonctionne parce que c'est juste qu'il n'y a pas moyen de réagir, il n'y a pas l'énergie pour réagir, il n'y a pas. Et puis Ça, effectivement, dans le monde du travail, ça fait beaucoup. il y a le côté un peu, bah du coup, faut faire face, quoi. Donc en fait, on s'agite dans tous les sens. Et en fait, des fois, tu te dis, mais juste, s'il n'y avait pas cette urgence-là, si la communication avait permis la diffusion de l'ordre un peu en amont, ce qui était possible, hein, on serait pas en train de s'agiter dans tous les sens, on serait beaucoup moins fatigué. Et ça serait peut-être plus efficace aussi. Et du coup, il y a aussi le côté, donc là c'est totalement mon point de vue, mais moi je C'est ce que j'allais trouve, dire. on confond complètement euh, suractivité avec efficacité. Et on valorise, je trouve que notre société Tout à actuelle, fait. elle valorise ce côté, ouais, j'ai fait ça, 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 et on te relit 5 minutes, c'est mal fait, enfin en tout cas c'est largement améliorable, il y a Mhm. des idées qui sont passées, qui sont passées à la poubelle, voire qui n'ont même pas eu le temps d'être formulées et tout, et du coup t'es là, mais en fait, là, on revient, enfin moi perso, je reviens à l'idée de la lenteur comme revendication de faire bien son travail, de dire, bah non, en fait, si vous me le demandez, j'ai besoin d'un certain temps. Euh, mais, mais ça, c'est quelque chose qui n'existe plus dans notre. Enfin, qui est devenu complètement marginal dans notre monde du travail, je Mhm. pense. Mhm. Oui, non, non, je suis entièrement d'accord pour l'efficacité, c'est ce qui est mis en avant en termes d'argumentaire, sauf qu'en réalité, dans l'application, c'est pas pour de l'efficacité, c'est juste pour du contrôle et du pouvoir en réalité. Et une forme peut-être juste d'ego de dire des choses sont faites, et généralement non pas par les personnes qui ont ce pouvoir-là, mais par les personnes qui sont sous ce pouvoir-là. Et c'est pas une valorisation effectivement qui est très noble. Et surtout que dans un monde qui va plus vite, avec des techniques qui vont normalement plus vite et qui peuvent remplacer des choses, ben on voit bien qu'elles ne sont pas mises au service justement pour une vraie efficacité et un vrai remplacement de certains travaux durs dans l'ensemble en fait. Qu'on pense, quand tu dis la numérisation ou même juste l'IA aujourd'hui, l'IA va pas faire mon ménage, il va pas vraiment travailler à l'usine complètement, il va essayer de faire plus rapidement des choses qui prennent du temps justement et qui sont censées ne pas être dans l'efficacité directe, comme ça peut être, voilà, on peut prendre l'exemple très simple de la création, mais donc ça rentre dans ces dynamiques-là en général. Et c'est assez terrible de voir ça que, en fait, c'est jamais l'efficacité, c'est la
productivité et Ouais. une productivité qui est assez avide, quoi. Et c'est pour ça que quand tu disais aussi, ça m'est revenu là, sur l'espèce de réappropriation du lent et compagnie, qui est en fait une espèce de marqueur social et compagnie, parce qu'en fait, ça ne les atteint pas sur. Enfin, c'est un marqueur social supplémentaire et pas un marqueur social qui va être négatif, qui va leur retirer quelque chose. Effectivement, tu vois des fast-food, mais bon, ça va être pareil pour la mode notamment. Et en fait, c'est vrai que genre t'as l'exemple très con, enfin, genre aller en friperie quand t'es riche c'est cool, quand t'es pauvre c'est pas top, c'est pas du tout la même chose selon selon d'où tu pars, ça va être pour apprendre le yoga et retrouver un sens à leur vie et aller vraiment au contact des gens qui n'ont pas le même rythme que nous, mais en fait ils connaissent, ils ont le même rythme que nous, mais ils le vivent pas de la même façon et ils n'ont pas les mêmes conséquences. Ouais, en fait, c'est ça. C'est en Euh, fait, il y a être dans un espace de lenteur, mais on le subit et on n'a pas les moyens d'en faire quelque chose de mhm. positif, et avoir les moyens socio-économiques de dire, pof, là, je m'impose un temps de lenteur et là, c'est valorisé. Et tout à fait, la lenteur, en fait, la capacité à investir la lenteur, bah, elle relève de nouveau des inégalités sociales. Et quand tu, par rapport au genre aussi, j'avais peut-être une question, c'est est-ce qu'il considère, enfin, est-ce qu'il va, vu qu'il aborde un tout petit peu la question, tu m'as dit un peu tardivement et peut-être un peu rapidement, sur, alors pour parler des femmes, c'est quand même assez intéressant sur vis-à-vis du travail parce qu'il y a la question très très précise juste de l'idée de grossesse aussi et d'accomplissement social par la grossesse, mais en même temps qui met à mal une productivité vis-à-vis du monde, enfin de la sphère sociale du travail. Donc c'est quand même particulier enfin, d'avoir un entre-deux un peu particulier de il faut avoir des enfants tôt, mais en même temps il faudrait possiblement qu'on n'ait pas de grossesse. C'est une espèce de binarité dans le rapport à la chose qui est assez particulière. Et vis-à-vis du genre aussi, etc., ça peut être. Enfin, vis-à-vis du genre, c'est plus général, ça concerne tout le monde. C'est vrai que la lenteur aussi, l'idée de productivité et tout, elle touche aussi un aspect relationnel, parce que je pense que c'est ce qui, enfin, c'est lié au travail aussi, l'idée de, voilà, de se mettre en couple très tôt, de s'installer très tôt, donc de payer des impôts en étant en couple, de faire des enfants, donc d'avoir une autre manne potentielle à mettre sur le marché du travail et sur la production. Et je ne sais pas s'il a fait quelque chose sur la lenteur au niveau plus relationnel, sur d'autres façons en fait de vivre. Je pense il fait un truc vraiment sur le travail a priori dans l'ouvrage, mais l'aspect vraiment aussi relationnel d'une lenteur relationnelle qui sort donc de ce rythme effréné qui est de la production en lien avec le travail à minima, mais qui ne l'est pas d'emblée normalement. Alors, déjà, toute ta deuxième partie, il n'en parle pas du tout parce qu'en fait, donc, lui, par son cadrage chronologique, il Mhm. parle énormément du travail, même si de base, c'était pas son sujet, mais en gros, pour lui, sa thèse, c'est les rythmes du travail euh, et leur accélération se sont imposés à toutes les normes sociales. Mais il n'est pas allé voir les autres. Euh, il n'est pas allé voir les Ok. autres aspects de la vie sociale. Donc ça déjà, il y répond pas du tout. Après, ce que tu disais au début, en fait, il rentre. Donc déjà, quand il parle des femmes, c'est à la toute fin. Donc c'est après, c'est parti. C'est question pour aujourd'hui. Et donc c'est ce que j'ai essayé de résumer à la fin. Et il rentre dans la question du genre en réfléchissant. En fait, il a pensé aux migrants, il a posé ses questions, et en fait, il partait de sources iconographiques, et il a dit, mais le côté... il y a beaucoup de femmes qui migrent et qui sont accompagnées d'enfants et qui sont elles-mêmes enceintes, etc. Et dans la peur de certaines sociétés de ces migrations-là, il y a notamment le fait de... euh, ces femmes, elles apportent en elles une nouvelle génération qui ne va pas avoir le même rapport aux rythmes sociaux, Mhm. etc. Donc en fait, il est rentré dans la question du genre par bah, la procréation et le fait que bah, les femmes sont reliées à ça, mais il va pas plus loin du tout, hein. Franchement, les femmes, il dit juste, voilà, il faut poser la Ouais. question, et il justifie le fait que lui-même en a pas trop parlé en disant, bah, en fait, les discours de mise au travail s'adressaient prioritairement aux hommes. Ce sont les hommes qui fournissent le gros du contingent de travailleurs de l'âge mécanique et des premières chaînes de montage.
Donc, en gros, Mhm. il s'est concentré sur la catégorie majeure, la catégorie dominante dans les hommes lents, qui Ouais, sont oui, les hommes ouais, lui-mêmes. oui, Donc voilà, il dit, je sais oui, que, en gros, c'est je plutôt ça. trouve qu'il dit, je sais que Oui, c'est parce un qu'en impensé réalité, de mon bouquin, et ça serait bien de le faire, quoi. ouais, ok. Parce qu'effectivement, en réalité, enfin là, je parlais de la grossesse par rapport surtout à aujourd'hui où c'est le sujet, mais en réalité, enfin c'est un sujet beaucoup plus global et même historiquement sur juste le cycle menstruel, sur le fait d'être enceinte, le fait d'accoucher, le fait d'avoir des complications liées à ça, le fait de devoir gérer un enfant qui est jeune, enfin qui est un bébé et même après qui est assez jeune. Et effectivement, enfin sur l'idée de temporalité entre le travail au sein du foyer, le travail à l'extérieur, parce que enfin, les femmes ont toujours travaillé en Eh réalité, oui. et au Moyen Âge, elles travaillent autant que les hommes, et possiblement elles s'occupent plus, en plus des niards et de la maison, et que en réalité, même si on peut imaginer qu'il y a une petite pause de travail au sein de la sphère extérieure du foyer, quoi qu'il arrive, ça devient, enfin ça rechange, je pense, normalement au 19e avec tout ce qui est, enfin toutes les usines, etc., qui prennent un travail qui est normalement domestique, entre guillemets, enfin, qui est dit domestique, mais qui est, enfin, qui est quand même beaucoup plus large en réalité. Que ce soit, je sais pas, dès que tout ce qui concerne le textile devient une industrie, trait de ce que font les femmes généralement à leur échelle, individuelle ou au sein d'une petite collectivité. Mais donc, c'est pas forcément des hommes qui sont dans ces usines-là pour autant. Enfin, c'est un autre aspect. Les femmes sont aussi à l'usine de toute façon, même pas, c'est pas forcément des choses dites féminines à l'époque. Mais je veux dire, voilà, elles ont toujours travaillé et donc dans tous ces contextes-là, il y a quand même un aspect au temps et au rythme qui n'est pas le même entre les femmes et les hommes parce que malheureusement la société est binaire jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai que ça peut être vachement intéressant de montrer qu'il y a une différence à ce niveau-là et qu'elle est pensée déjà cet aspect cette construction, etc., pour les hommes qui travaillent, mais donc en oubliant que les femmes travaillent et que les femmes, en plus, n'ont pas effectivement le même rapport à la temporalité dans une journée depuis, depuis toujours en réalité. Et ouais, c'est vrai que ça serait bien il y ait un peu plus, enfin, il y en a sans doute et j'espère qu'il y en a en tout cas, mais des trucs là-dessus. Et bon, c'est bien qu'il y ait pensé, qu'il l'assume, c'est déjà un début, Après, mais parce que même aujourd'hui, c'est encore le cas. dans sa démarche pour ce bouquin-là, je pense que s'il n'a pas intégré les femmes, c'est qu'il aurait doublé le bouquin. Ou peut-être qu'il prévoit de le faire. Ouais. Ça serait l'objet d'un autre bouquin, quoi. Tellement, en fait, déjà, les rythmes sociaux dominants et imposés aux femmes sont pas du tout les mêmes. Donc la question du travail va être moins centrale, même si bien évidemment elles travaillent, et surtout dans les catégories sociales où il y a les hommes lents, les femmes travaillent autant. Mm. Mais effectivement, le discours sur les rythmes de travail, sur la mise au travail, la disciplinarisation, etc., c'est des discours masculins et centrés sur les hommes, parce que c'est des discours qui invisibilisent, voire tabouifient le travail des femmes. Donc en fait, je pense qu'elle serait pas Ouais. soumise aux mêmes normes. Et donc ça serait l'objet, soit le bouquin double, soit c'est carrément l'objet de tout un autre bouquin avec, à mon avis, pas du tout la même thèse centrale. Mm. Donc moi je comprends qu'il l'ait pas fait. Bah, J'avoue je qu'en sais pas s'il y a lisant, une je me grosse suis dit différence. j'aurais préféré qu'il le dise en fait dès le début, dans sa définition du sujet, en disant Ouais, voilà, je vais circonscrire aux hommes parce que je vais étudier les discours dominants qui s'adressent aux hommes. Donc déjà, pour un début, je fais les hommes. Mais j'aurais préféré qu'il le fasse mm. dès le début parce qu'à un moment donné, on se dit, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que du coup, il y a un côté, ouais, où est l'autre moitié de la population, quoi. Et en fait, comme il le dit à la fin, t'es là, ok, je comprends, mais juste, j'aurais pas eu tout à fait la même lecture si dès le début tu justifiais ce choix. Je l'aurais pas lu en mode ouais, mais les femmes, ouais, mais les femmes, ouais, mais les femmes. Mais bon, au final, quand Ouais, on mais fait le compte rendu, ça se justifie hein, en termes de démarche et de. Ceci ouais, est un mais essai. certes, mais malgré tout, c'est. Enfin, après, je suis loin d'avoir sa science sur le sujet et son expérience de recherche dessus, mais enfin, ça me surprend quand même que sur pas mal de périodes, même dans différentes régions du monde, les discours soient si différenciés entre potentiellement les hommes et les femmes qui font vraiment le même travail dans les mêmes conditions, genre dans un contexte d'esclavage par exemple,
et que malgré tout, même si les discours sont différents, les pratiques ne suivent pas ces discours-là, parce que quoi qu'il arrive, c'est juste de la chair qui est travaillée en réalité. Donc je pense que ça pourrait manquer dans ces coins-là, mais encore une fois, j'ai pas lu l'ouvrage, c'est toi qui l'as lu, et si ça se trouve, comme tu dis, ça remettrait un peu en question sa thèse, et ça aurait rendu peut-être plus compliqué aussi la rédaction et l'édition de l'essai. Mais malgré tout, aussi, d'un point de vue plus global, pareil, ce serait peut-être été donc mieux qu'il le dise juste au début, c'est quand même oublier que dans ces discours par des hommes adressés aux hommes, tu as oublié en tout cas de citer que c'est une conception originale dans ces discours-là qui dit que en fait, les femmes ne travaillent pas, ou les femmes, quoi qu'il arrive, font des choses que les hommes ne doivent pas faire en réalité au quotidien. Donc ça joue aussi sur l'organisation du temps. C'est des discours qui normalement considèrent que les enfants, que la toilette, que l'aspect domestique de manière générale, etc., la tenue d'une maison, etc., sont tenus normalement par un pendant féminin qui attend à la maison, ou du moins qui peut-être travaille mais fait ça. Donc c'est effectivement un manquement qui peut-être aurait dû effectivement être dit au début, et considérer quand même ça que ces discours-là sont fondés sur voilà, un lieu commun pendant des siècles et encore aujourd'hui, que ces hommes-là, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont pas à faire à manger, ils n'ont pas à gérer une maison, ils n'ont pas à acheter quoi que ce soit pour que les choses se tiennent debout, qu'ils puissent dormir et se laver potentiellement et se maintenir un tout petit peu en bonne santé, parce que logiquement, ils ont des femmes qui gèrent ça. Donc, je pense moyen de l'intégrer, que ce Oui. soit moins un oubli. Ah oui, 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 complètement. Mais il a fait ce choix-là. Mais effectivement, il aurait dû le dire dès le début. Ouais. Après, je serais curieuse Parce de que voir l'air de rien, si... ça joue quand même dans la définition. ouais, je serais curieuse de voir s'il y aurait un pendant féminin qui va bientôt être publié, comme il y a eu le corps du roi, et bien des années plus tard, il y a eu le corps de la reine. Tu vois, je me dis, c'est pas Mm. fichu pour cette histoire-là, mais clairement, c'est pas l'objet du bouquin. Ouais. Bon, en tout cas, c'est déjà une bonne approche, et qui est composite, ou qui est partielle en tout cas sur la chose, c'est déjà très bien. Et surtout si ça considère déjà aussi des aspects raciaux qui sont quand même intéressants. Et donc parfois c'est compliqué de tout gérer d'un coup, je l'entends bien. Surtout selon la destination de l'ouvrage, et possiblement son intention première aussi, de peut-être par rapport à ce qu'il maîtrise mieux ou pas. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Hmm. Après, ça restait un bouquin intéressant, Hmm. hein, et sa thèse, je pense qu'elle est Ah bah, valable, je dis mais pas le contraire, c'est juste effectivement, que ça elle me n'est fait pas penser à ça, universelle. effectivement, quoi. Oui, elle est valable. Mais oui, évidemment, de toute façon, et ça reste sur aussi. Enfin, je comprends bien que la dynamique, c'est quoi qu'il arrive, une espèce de plaquage d'un imaginaire européen colonial qui, effectivement, a posé ça partout et peut pas. Enfin, même en l'étudiant du point de vue des opprimés, tu peux pas avoir forcément des sources pour absolument partout, et faire des gros principes sur des régions très très différentes, et qui ont, quoi qu'il arrive, des grosses différences internes, historiques, culturelles, etc., quoi, évidemment. Hmm. Ouais. Mais ça reste bien de rappeler qu'en tout cas, on est dépositaire de tout ça et que ça ne va pas dans le bon sens. En effet. Disons que ça, ça, Clairement pas. ça, ça s'accélère encore. Alors, je Oui, propose oui, 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 oui. qu'on passe du coup à la prochaine, au prochain stream, à la prochaine session. Je vais faire la petite transition. Mhm. Alors, déjà, d'un point de vue agenda, la prochaine fois que nous nous verrons pour les Annales lacustres, donc un compte-rendu de lecture historique, ce sera le dimanche 13 juillet à 16 heures, donc dans un mois tout pile, hein. Et je vous propose 3 livres différents. Et donc, comme d'habitude, je vous les propose en lisant leur 4e de couverture. Premier livre, Didier Musieldac, je ne sais pas si je le prononce correctement. L'atelier occidental du terrorisme. Alors, je vous lis. Et si l'Occident avait joué à l'apprenti sorcier? Car loin de délivrer un message de paix, de liberté et de justice à un monde barbare fait d'obscurantisme et d'archaïsme, nos démocraties et leurs visées impérialistes ont heurté tous les continents avec une violence parfois inouïe.
Dorénavant, qu'elle provienne de Daesh ou d'Al-Qaïda, nous la subissons à notre tour, tel un véritable choc en retour. Pour comprendre le terrorisme et espérer en limiter les manifestations futures, il convient d'interroger les racines profondes d'un phénomène qui est, avant tout, une invention occidentale. En effet, dès le XVIIIe siècle, l'Europe, s'appuyant sur un impitoyable processus de déshumanisation des individus, se transforme en une véritable machine à produire de la destruction. Les deux guerres mondiales ne font que réactiver et amplifier ce funeste héritage qui atteint une perfection macabre avec les totalitarismes fascistes, nazis ou communistes. Alors que les bases politiques et les techniques de la terreur sont solidement installées dans le monde, Didier Musieldac exhume les origines de ce mal qui nous ronge et dresse l'histoire implacable du laboratoire occidental du terrorisme. Voilà pour le premier bouquin, Histoire de la violence, avec, je pense, une prise de position très nette quand même. Ensuite, je change complètement de catégorie avec Bénédicte Serres, L'invention de l'Église. Je vous lis. L'invention de l'Église dont il est ici question est celle des historiens théologiens qui ont inspiré et accompagné le Concile Vatican II, en France, principalement les dominicains Marie-Dominique Chenu et Yves Congar, en puisant aux sources de l'époque du grand schisme d'Occident et des débats conciliaires du XVe siècle. Bénédicte Serres entend montrer comment l'Église a continuellement manipulé l'histoire de son propre passé pour construire sa mémoire et se mettre en récit, en un va-et-vient constant entre Moyen-Âge et modernité, voire contemporanéité. Elle le fait en 7 essais d'historiographie critique autour des notions de conciliarisme, de constitutionnalisme, de collégialité, de réformisme, d'antiromanisme, de modernisme et d'infaillibilisme. À propos de chacune d'elles, elle analyse quel usage en a été fait du Moyen Âge au XIXe et XXe siècle, que ce soit par les partisans ou par les adversaires de la collégialité ou de l'infaillibilité par exemple. L'auteur invite à un retour aux archives et à une nouvelle lecture de sources, parfois inédites, du Moyen Âge, pour les confronter aux récits devenus canoniques des manuels d'histoire religieuse. On comprend avec elle que la collégialité épiscopale contemporaine n'a rien à voir avec celle des assemblées synodales et conciliaires du XVe siècle, alors qu'à l'inverse, l'infaillibilité pontificale n'est pas une idée neuve au XIXe siècle. Elle est apparue au XIVe siècle, mais paradoxalement, pour limiter le pouvoir pontifical, empêchant un pape à venir d'invalider les décisions d'un pontife précédent. J'ai mal lu cette phrase, je la relis. Elle est apparue au XIVe siècle, mais, paradoxalement, pour limiter le pouvoir pontifical, empêchant un pape à venir d'invalider les décisions d'un pontife précédent. En affirmant sa volonté de faire de l'histoire religieuse en vue d'autre chose que le religieux, l'auteur apporte une contribution critique et des matériaux décisifs aux réflexions ecclésiologiques en cours. Bref, c'est un bouquin d'historiographie sur l'objet institutionnel de l'Église. Vu que le pape est décédé et qu'un nouveau pape a été élu et que absolument tous les médias français en ont parlé pendant une semaine, je me suis dit que ça peut aussi nous faire un lien avec l'actualité, sans non plus parler du pape, etc. Parce que bon, dans un pays laïque, ça m'étonne toujours que ça fasse la une d'absolument tous les médias. Alors, je passe au dernier. Ça reste un chef d'État, c'est pour ça en réalité. Ouais, je trouve qu'on a Ça me moins gêne aussi, parlé hein. de la La façon dont tentative c'est de coup fait, tu vois. d'État en Corée, par exemple. Donc, je trouve que c'est. Après, Je suis entièrement d'accord. c'est lié enfin, au passé chrétien de la France qui existe et qu'il ne faut pas nier, hein, bien Oui. évidemment. Mais voilà, je me suis dit, ça peut nous faire un petit point historiographique. Et bon, parler d'un coup d'État, tu sais. Oui. Alors, dernier bouquin, histoire du genre, Le rire des femmes, une histoire de pouvoir. Je lis le résumé. On a longtemps opposé rire et féminité. Faire rire était une prérogative des hommes, car le rire possède un pouvoir de subversion et la société se méfie des rieuses. Revanche des femmes à qui on je pense que c'est mal écrit. Revanche des femmes à qui ont longtemps été refusées l'instruction, la parole et l'écriture, la conquête du rire leur offre un terrain de liberté. Mais le chemin a été long. Jusqu'à une époque récente, au théâtre,
au cirque, dans la littérature, on ne trouvait pas de professionnels du rire. Le rire des femmes était tenu sous contrôle. La bienséance, les règles de la conversation et de la séduction, la morale leur interdisait de se laisser aller à rire ou à faire rire. C'est que l'esprit des femmes ne doit pas moins être couvert que leur corps. Un cœur pur et un corps silencieux, telle est la vocation du féminin. Si la femme peut sourire par attendrissement ou amusement, elle ne peut rire. C'est à cette conquête du rire et à cette lente et délicate prise de pouvoir que s'attache ce livre, de l'Antiquité avec Aristote et Aristophane jusqu'au one-man show de nos jours, qui s'autorise à être indifféremment drôle, jolie, bête ou méchante, au risque peut-être de banaliser ce qui avait longtemps été défendu. Donc ça va être quand même on part de l'Antiquité, on arrive à nos jours, hein. Donc ça risque d'être assez généraliste. Mais je me suis dit que ça pouvait être un objet justement intéressant, le rire en lui-même. Voilà pour les 3 bouquins que je propose. Maintenant, à vous de me dire si vous avez des préférences. Donc toi, tu partirais sur Le Rire des femmes. Je ne sais pas si Hedgehog est encore là, Ouais. s'il a un ordre préférentiel. Sinon, je pars sur Le Rire des femmes, hein. Pas de souci. C'est Justement, un peu ça plus léger compensera aussi avec le peut-être. bouquin d'aujourd'hui qui n'a parlé que des hommes. Exactement. On va attendre quand même 2-3 instants pour savoir si Hedgehog a un Toi, t'as une avis. préférence aussi peut-être. Ouais. Les 3 sont super intéressants. J'ai beaucoup de mal à me décider là. Alors, violence, religion ou femme? Le cliché total. Ah mince, 1, 2, 3. Ah, Hedgehog est misogyne, manifestement. Oh bah non, ça veut pas dire être misogyne. On a le droit d'avoir d'autres intérêts que les femmes quand même. Bon alors, les femmes, paru en 2021, 416 pages. Histoire des sensibilités, ok, histoire du genre aussi. L'invention de l'Église, 288 pages. Je crois que c'est paru à peu près en même temps. Janvier 2020. Ah non, ça c'est, excusez-moi, ça c'est le résumé que j'ai lu. 2019, paru en 2019. Ensuite, l'atelier occidental du terrorisme, paru en 2018. 380 pages. Est-ce que tu veux peut-être aussi quelque chose de pas trop méchant vu que c'est la fin de l'année et qu'on ait encore du travail avant de se reposer un petit peu cet été? Oh, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. En termes de rapport au temps justement et à la lenteur. Est-ce que tu as une préférence de thème déjà à la base? Non, ben, en fait, le truc, c'est que quand je vous propose des bouquins, c'est que c'est déjà des trucs que j'aimerais lire. Il y en a certains que j'ai déjà achetés, Oui, bien sûr, donc en fait, franchement, mais l'invention de mais l'église, je le là mettrai de côté, maintenant parce que je pense que c'est assez OK, technique. Je suis pas sûre d'arriver correctement à faire le compte-rendu de lecture, même si ça m'aurait bien challengé. OK. Donc j'avoue que le 2 je le mettrai de côté. Et les autres, je pense qu'ils vont y passer dans tous les cas. Moi, je dis, on n'a fait que parler des hommes aujourd'hui. On peut partir sur le rire des femmes. Et je reproposerai l'atelier occidental du terrorisme la prochaine fois. Mmh, Notamment parce que ça fait partie des bouquins qui sont déjà dans ma palle. et il est proche d'une actualité aussi, cela Complètement. dit. Complètement. OK. Donc, Mais bon, est-ce que ça serait pas plus ça serait peut-être pas plus léger un petit peu aussi, parler oui. du troisième? Ouais, le Peut-être un rire des femmes. argument? Disons qu'on arriverait à un truc qui aurait évolué selon nos critères positivement. Et ça peut faire du bien. Du coup, Hedgehog, ça te... Désolée, mais je ne vais pas écouter ta recommandation. Je vais prendre en premier ton dernier. Je vais prendre le rire des femmes, mais je remettrai la prochaine fois l'atelier occidental du terrorisme. Et puis je verrai ce que je proposerai d'autre. J'aimerais bien proposer des bouquins sur
sur des périodes plus anciennes. Moi, j'aimerais bien. Je sais pas si ça intéresse autant Mmh. les gens, mais Oui, sinon là, on fait toujours du tu avais moderne ou parlé du il y avait le contemporain. bouquin sur la Grèce, Ouais, mais c'était un peu de l'historiographie aussi, donc c'était nous, comment on voit la Grèce. Donc il y a toujours un la lien avec nous. perception d'eux, mais Ouais, ouais. voilà. Je pense que la prochaine fois, je remets l'atelier occidental du terrorisme. Je pense que je mettrai un bouquin sur un sujet plus borné chronologiquement et plus éloigné de nous. Et le dernier, je verrai dans ma longue liste de choses qui me donnent envie. Voilà. Donc, rendez-vous dimanche 13 juillet à 16 heures pour le rire des femmes. Sinon, en termes de... comment on appelle ça? En termes de littérature, rendez-vous le 29. Il faut que je vérifie, j'aurais dû être prête là-dessus. Oui, le 29 à 14h30 pour... c'est quoi déjà qu'on doit lire? Ah oui, Murata, la fille de la supérette. Et donc, j'espère que vous serez nombreux pour faire notre petit bilan de lecture. C'est un bouquin très rapide, donc si vous ne l'avez pas encore lu maintenant, franchement, vous pouvez tout à fait vous lancer dedans. Je crois il y a quoi, genre Oui. 100 pages. Il y a une centaine de pages, ça se lit assez vite, effectivement, mais comme tous les romans, je crois, de l'autrice, qui sont en tout cas assez faciles à aborder. Il y a même moyen, si là vous ne disiez pas trop, finalement, d'aller jeter votre dévolu sur un autre. Ils sont tous, en tout cas, Mm, beaucoup qui sont traduits déjà et tous sont assez abordables. ouais. Et pour cette Et occasion, j'espère que la connectique sera bonne. voilà, et pour cette occasion, tu seras au Japon, donc ce sera un peu un crash test. Et je proposerai deux, trois petites Ouais, nouveautés dans la manière de faire aussi. J'ai notamment fait une nouvelle scène de fin, mais je la présenterai à ce moment-là parce qu'il y a plus de monde quand on parle littérature qu'histoire. Et j'ai une ambition pour cet été. Donc en plus des arpentages littéraires, j'ai l'ambition de faire autre chose. Et donc je présenterai tout ça la prochaine fois, donc le 29 à 14h30. Exceptionnellement un dimanche pour la littérature, mais c'est parce que tu seras au Japon et plutôt. on espère que tu vas bien en profiter. Alors, Oui. sur ces douze paroles, J'ai même essayé de trouver s'il y avait l'équivalent de la supérette dite dans le roman à Tokyo même. oh, trop stylé. En train de faire mes recherches pour possiblement essayer d'y aller s'il y a un point de référence qui a pu, enfin, qui a forcément inspiré le roman vu qu'elle a elle-même travaillé dans une supérette. Mais je n'ai pas encore l'information. Je suis sur le dossier pour essayer. Ah, bah en tout cas, euh, hésite pas. Et si tu veux faire une petite vidéo ou autre, tu me diras. Juste, faudra que je prépare la scène, mais c'est largement faisable, hein. Si tu fais une capture d'écran ou autre. Trop cool. Donc, avec plaisir, ça serait trop Je chouette. vous dirai si je peux trouver l'information et la chose. On ne sait jamais. Peut-être que je pourrais faire une petite enquête sur le terrain, C'est trop chouette de vraiment au plus visiter comme près. ça aussi, ouais. Quand on visite avec des lieux précis à découvrir, c'est chouette. Alors Tout à du coup, fait. c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, Hedgehog, c'est super sympa. Et dès que c'est terminé, il Merci à faudra que je toi, lance encore une le, fois. le montage pour YouTube. Et voilà, voilà, Vous voilà. Donc je vous dis au revoir à tous. pouvez nous réécouter sans problème autant que vous Ouais, voulez. et ouais. Maintenant. Et bonne journée à tout le monde. Au revoir à tous et à bientôt. On se voit bien vite. Oui, Bonne au journée. revoir. À dans 2-3 semaines.